Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir dans la cour d'honneur des facultés agronomiques de Gembloux pour ce nouveau numéro de Mater. Si nous nous trouvons aujourd'hui dans ce haut lieu de l'agriculture belge, c'est pour retracer avec vous l'histoire de l'agriculture de nos régions qui prend racine ici à Gembloux. Une émission, vous l'avez compris, que nous consacrons à notre terre, une des plus fertiles d'Europe. Ce soir, Mater va vous raconter comment une abbaye fondée à Gembloux par un chevalier est devenue une des universités les plus réputées du monde. Vous découvrirez comment le moine Sigebert de Gembloux a permis d'élucider une affaire mystérieuse au milieu du XXe siècle. Vous suivrez le destin tragique de Laurent Benoît de Houé, le plus grand architecte du siècle des Lumières. Le philosophe de l'architecture, c'est moi. Et vous verrez comment deux frères liégeois ont révolutionné l'agriculture moderne par leurs inventions. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire de personnages étonnants, tous liés à l'agriculture, tous liés à Gembloux, tous de véritables semeurs de culture. Ces escaliers et ces couloirs que nous empruntons, traversés aujourd'hui par les étudiants des facultés agrobiotech de Gembloux, ont été jusqu'au XIXe siècle arpentés par des moines. Ces mêmes bâtiments où nous nous trouvons abritaient autrefois une abbaye. Et vous allez voir que le destin de cette abbaye, fondée au Xe siècle par un chevalier, est étroitement lié à l'histoire de ces terres cultivées. Des histoires mêlées que je vous propose de découvrir à travers le rayonnement de cette abbaye de Gembloux et de son fondateur, le chevalier Wigbertus. Il y a plus de 1000 ans, un chevalier s'est installé aux alentours de Gembloux. 9 siècles plus tard, un représentant du jeune État belge s'est intéressé au même endroit. Entre ces deux personnages, c'est toute l'histoire de l'agriculture qui s'est déployée. Le chevalier Wigbertus était apparenté à la famille des seigneurs de Gembloux. Il a vécu au Xe siècle. On dit qu'il était très bon, qu'il ne pillait pas, etc. Et à la mort de son père, il décide de mettre fin à sa carrière militaire. Et il revient dans la région par ici. Il décide de se retirer en ermite. Et puis petit à petit, il veut attirer des moines, s'installer comme moine, créer une abbaye. Il fait venir des moines de l'extérieur pour créer un petit bâtiment ici sur le site même où nous nous trouvons. Wigbertus va dépenser toute sa fortune pour élever une abbaye sur le site de Gembloux. Il n'y résidera pas en permanence, mais il reviendra régulièrement sur la terre de ses ancêtres, près des moines qu'il y a laissés. Ce matin-là, dans l'église Saint-Guibert de Gembloux, on restaure deux peintures grand format du XIXe siècle. L'une d'elles représente les funérailles de Wigbertus. Mais le nom qui est écrit sur le cercueil n'est plus celui du chevalier. Wigbertus est devenu Saint-Guibert. Gembloux a été menacé à un moment donné par les Hongrois. Wigbertus s'est porté à leur devant sur l'antique chaussée romaine. Il se fait que dans les écrits historiques, on ne voit pas trace de ces invasions. Wigbertus serait venu là en disant allez, il n'y a pas besoin de détruire cette abbaye. Gratia Dei! Sacraros Patriam! Padre Tro!
les a dissuadés de détruire la ville. C'est énorme, quoi. Et les Hongrois seraient partis vers une autre abbaye pour piller, et l'abbaye de Gembloux aurait été sauvée grâce à cela. Il n'en fallait pas plus pour transformer le chevalier moine en saint chrétien. Enfin, un petit signe miraculeux de plus ne pouvait pas faire de mal. Lors d'un de ses retours sur Gembloux, il se promenait avec un bâton qu'il plante en fait dans le quartier de l'actuelle gare. Et donc ce bâton, une aubépine, aurait pris racine. Et cette aubépine est encore connue jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est une bande d'étudiants de la faculté apparemment qui aurait fait sauter, dynamiter cette aubépine tout récemment, donc je crois que dans les années 1935 à peu près. Et donc on a des petits fragments de cette aubépine qui sont vénérés. Hein. Je connais des petites médailles, on voit ces petits morceaux d'aubépine en fait, du buisson Saint-Guibert. Même si rien de tout cela n'est vrai, aujourd'hui, on ne parle plus du fondateur de l'abbaye de Gembloux que sous le nom de Saint Guibert. L'église de Gembloux porte son nouveau nom et son crâne est conservé comme une relique. Au-delà des miracles inventés, la réussite authentique de Wigbertus, c'est la fondation de son abbaye à Gembloux. Un lieu choisi avec beaucoup d'intelligence. Le site avait été choisi pour toute une série de raisons, mais la principale résidait dans la qualité de défense qu'il obtenait. Bien qu'il ne soit pas très élevé, il y a quand même le promontoire qui peut servir de premier rempart, on va dire, de protection. Au départ, il construit un tout petit bâtiment, mais très rapidement il faudra des matériaux de construction, ça peut être du bois. Les bois tout proches qui fournissaient à la fois matériaux de construction et possibilités de chauffage. Il y a bien sûr de l'eau, hein. Il y a l'Ornaud ici à Contrebas, donc on avait besoin de l'eau pour les moulins, etc. La chaussée romaine Bavet-Tongres, qui passe à proximité du centre-ville de Gembloux et qui offrait évidemment des possibilités en matière de déplacement. La chaussée romaine a forcément permis à Gembloux d'établir des liens avec d'autres villes. C'est la naissance d'un commerce à grande échelle, ce qui permet à l'abbaye de s'enrichir et de se développer. Quand on voit les propriétés à l'époque, c'est inimaginable à l'heure actuelle pour un fermier. On faisait don de propriétés, de grandes fermes, de terres. Donc ce sont des milliers d'hectares qui sont concernés. Grâce à ces atouts, l'abbaye de Gembloux se développe très vite. Sa principale richesse, c'est l'agriculture. Rapidement, l'abbaye dispose de sa propre ferme. Et les moines font travailler des dizaines de familles de paysans. Ce qui est certain, évidemment, c'est que l'encadrement efficace, continu, stable, qu'offre une abbaye à la production est en soi quelque chose qui favorise, bien entendu, le développement de cette agriculture. On vous l'a dit, l'abbaye de Gembloux a été construite près d'un cours d'eau. La force motrice de l'eau était indispensable pour actionner les moulins et moudre les céréales. Le moulin de Gentine, dans le Brabant wallon, existait déjà au XIIIe siècle. C'est un des plus anciens moulins à eau de Belgique.
Les moines, effectivement, sont souvent, quand ils forment un monastère, ils ont tout. Ils ont leur moulin, ils ont des grosses villas, ils ont des greniers, ils sont les seuls à avoir des greniers pour pouvoir stocker des céréales. Et on sait que l'abbaye de Jamblou a servi énormément de stock céréalier, par exemple, pour les famines. Au cœur de la production, il y a bien entendu les céréales. Les céréales qui sont la base de la nourriture, soit sous forme de pain, de galettes ou de bouillie, genre zuppa à l'italienne. Jamblou est donc au cœur d'une des régions les plus fertiles d'Europe, et par conséquent, on peut cultiver beaucoup de choses. Le froment, qui est la meilleure céréale à l'époque, le seigle, l'avoine et l'orge de printemps. Les animaux, on les mange très peu. La viande est une nourriture essentiellement aristocratique. Et donc, à la campagne, la masse de la population mange peu de viande. Elle en mange, mais relativement peu. C'est le bétail qui permet d'engraisser les terres, donc de produire de l'engrais. Et d'autre part, bien entendu, une partie en tout cas de ce bétail va fournir une force de trait. Les abbayes développent l'agriculture. Et l'agriculture enrichit les abbayes. Au fil des siècles, les habitations des abbés ressemblent de plus en plus à des demeures de prestige. Comme l'abbaye de Grand-Pré, dans la province de Namur, fondée au XIIIe siècle par des moines venus de l'abbaye de Villers. Encore plus impressionnante, l'abbaye de Bonne-Espérance, près de Binche, dans le Hainaut. Elle est sortie indemne des troubles qui ont suivi la Révolution française. Figée depuis le XVIIIe siècle, l'abbaye, devenue école, possède toujours sa ferme. À son heure de gloire, les abbés et leurs paysans regroupaient près de 5000 hectares de terre. Elle disposait évidemment de son propre moulin qui fonctionne encore comme il y a 300 ans. Avec des terres fertiles et le moulin pour moudre les céréales, l'abbaye a vécu en autarcie totale pendant des centaines d'années. À Jamblou, tout ce qu'on peut encore voir de l'abbaye remonte au siècle des Lumières. Il n'y a pratiquement plus rien de visible des époques antérieures. Il faut dire que l'histoire du site a été particulièrement agitée. Jamblou était entouré de remparts dès le XIIe siècle, peut-être même auparavant, parce qu'à cette époque, Jamblou était situé de façon très périlleuse à la frontière entre le duché de Brabant et le comté de Namur. Cette situation a fait que de nombreux pillages ont eu lieu, notamment au XIe siècle. Jamblou a connu également la fameuse bataille du 31 janvier 1578, lorsque le fils naturel de Charles Quint, Don Juan d'Autriche, a vaincu ici devant Jamblou l'armée des États. Cette armée des États était appelée d'ailleurs l'armée des gueux. Jamblou connaîtra également le triste incendie accidentel de 1678. On pense à simplement l'imprudence d'une ménagère. La ville a totalement brûlé. Les toits étaient en chaume à l'époque et la communication du feu se faisait très rapidement. Il ne resterait donc plus rien de l'histoire ancienne de Jamblou. Sauf si on sait où chercher. Les remparts, par exemple, sont encore visibles à quelques endroits de la ville. D'anciennes tours surgissent là où on ne les attend pas. Comme celle-ci.
Elle a dû faire partie de l'enceinte des remparts. Aujourd'hui, on l'appelle injustement la tour des Sarrasins. C'est une appellation totalement anachronique puisque les remparts datent de 1153 et qu'il n'était plus question des Sarrasins à ce moment-là. Gembloux possède également son beffroi. Il figure sur les listes du patrimoine de l'UNESCO. Tu peux monter, Vincent. Ce matin-là, de septembre 2013, pour fêter le 50e anniversaire du carillon du beffroi, on installait la dernière cloche. Un bourdon en bronze de 560 kg baptisé la Gardienne. On le sait peu, mais le beffroi est probablement un des plus anciens témoins de la ville de Gembloux. Donc le beffroi actuel, c'est un des édifices les plus anciens de la ville. C'est ce qui reste de la toute première église construite par Saint Guibert, donc l'église abbatiale. Il s'agirait donc de vestiges remontant au Xe siècle. Invisibles aujourd'hui, mais cachés quelque part dans les fondations du beffroi actuel. C'est à partir de cet édifice non seulement qu'on passait les différents messages au moyen des cloches, mais également qu'on assurait une partie de la défense de la ville et de l'abbaye, puisque la tour se trouve vraiment à l'extrémité du promontoire rocheux. Un peu moins ancienne, mais beaucoup plus mystérieuse, cette crypte cachée sous l'abbaye. Elle daterait du XIIe siècle, mais on ne sait pas vraiment à quoi elle a pu servir. Il y a plusieurs hypothèses parce que sa situation paraît difficilement explicable. On ne sait pas trop à quoi elle servait, donc il y a eu différentes études. Ça pouvait servir peut-être de cellier, pourquoi pas pour les moines, oui. Une autre hypothèse serait que cette pièce constitue en réalité un oratoire, donc une chapelle. Autre élément étrange dans cette crypte, les tunnels qui s'en échappent. Donc il y a un souterrain qui part d'un coin de la pièce et qui aboutit beaucoup plus loin, hors rempart, dans la rue du Moulin. Peut-être, parce qu'il y a moyen de ramper dans ces galeries-là, peut-être d'un moyen pour sortir vers l'extérieur. On a pensé à peut-être un moyen de fuite pour les moines. On a pensé aussi, on pense à un réseau d'égouttage, tout simplement, ce qui est nettement moins romantique si on peut dire. Le mystère reste entier. Les abbés ont donc gardé quelques secrets. Mais ils n'ont pas gardé leur abbaye jusqu'à aujourd'hui. Après la Révolution française, les moines doivent quitter les lieux. L'ancienne abbaye entre dans l'ère moderne et est louée, jusqu'à ce que le jeune État belge s'y intéresse en 1860. Les problèmes se posaient donc pour l'agriculture belge à l'époque. Des maladies de plantes ont entraîné des famines. La Belgique décide d'étudier l'agriculture de manière plus scientifique pour éviter de nouvelles famines. Elle choisit de créer un institut d'agronomie à Gembloux. Et donc à Gembloux, très rapidement, va se développer une ferme expérimentale. Donc vraiment mettre sur pied des stratégies pour augmenter les rendements et pour limiter, c'était l'autre volet, limiter tous les dégâts dus aux insectes dans les cultures. Et c'est là que l'histoire opère une boucle étonnante. L'État belge a choisi de créer son institut d'agronomie exactement à l'endroit où, 1000 ans plus tôt, Wigbertus avait choisi de fonder son abbaye. Mais la situation de Gembloux est
tout à fait idéal pour ce type d'institut, puisqu'il y a des terres, il y a des bois. Il y a les bâtiments qui sont inoccupés donc, et qui sont assez récents. Il y a de l'industrie qui est au niveau local qui se développe. Et il y a également le chemin de fer qui commence à se développer. Donc là, ça permet aussi de voyager, de faire venir du monde, ou d'exporter éventuellement. L'Institut du 19e siècle est devenu faculté universitaire d'agronomie au 20e siècle. Son excellence scientifique dans tous les domaines de l'agriculture est réputée partout dans le monde encore aujourd'hui. C'est un héritage surprenant pour un chevalier lotharingien de haute lignée qui vécut au Xe siècle. Je vous l'ai dit, l'ancienne abbaye de Gembloux abrite aujourd'hui une université, une faculté à la pointe du progrès en matière d'agronomie et d'ingénierie biologique, réunissant des étudiants du monde entier. Cette excellence académique existait déjà au XIe siècle, époque à laquelle l'abbaye de Gembloux rayonne comme un phare intellectuel sur l'Europe. Y travaillent de nombreux intellectuels, mais aussi un personnage qui va révolutionner la manière de raconter l'histoire. Le moine Sigebert de Gembloux est un des plus brillants historiens de son époque. Il est le premier à décrire un mal mystérieux lié à l'agriculture. Pour mieux comprendre l'importance du moine Sigebert de Gembloux, et cela va peut-être vous surprendre, je vais vous raconter une enquête, mon enquête. Mon nom n'a aucune importance, je suis journaliste et je viens de Gembloux, c'est tout ce que vous devez savoir. En 1951, j'ai enquêté sur les morts, les visions et les fous de Pont-Saint-Esprit, un petit village du sud de la France. Il n'y a pas si longtemps, cette affaire a refait surface dans les médias. Notre grand format ce soir est cette enquête en 1951. Un village du Gard, le village de Pont-Saint-Esprit, était frappé par un coup de folie collectif. Des scènes d'hallucination, et cela durant plusieurs jours. Depuis 60 ans maintenant, différentes théories circulent sur cette affaire. L'armée américaine aurait mené une expérience en arrosant le village d'une drogue, le LSD. Vrai ou faux ? Je connaissais très bien cette histoire étonnante, et pour cause, ça a été mon premier grand reportage. L'affaire du pain maudit, l'affaire du pain de la mort comme on l'appelait à l'époque, avec 150 intoxiqués, des malades qui deviennent fous et un boulanger suspecté. Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires ont fait plusieurs morts. On a compté 4 décès dans la population du village et 50 internements. La cause du mal, c'était le pain mangé par les villageois. On a accusé le boulanger d'avoir voulu empoisonner le village. On a parlé d'une arme chimique des services secrets américains. Mais cette affaire m'avait rappelé des événements beaucoup plus anciens dont j'avais eu connaissance lors de ma jeunesse à Gembloux. Loin de la CIA, cette enquête nous fait remonter 10 siècles dans le temps, jusqu'à l'époque d'un moine historien, un certain Sigebert de Gembloux. Sigebert de Gembloux est probablement le Gembloutois le plus connu à l'étranger et le moins connu paradoxalement à Gembloux. On est relativement bien informé parce qu'il a écrit lui-même sa propre bibliographie. Il est né vers 1030 dans le Brabant. Alors le plus vraisemblablement, c'est qu'il était originaire des environs de Gembloux. Et sa mère, le dépose, l'inscrit à l'abbaye. Et je pense qu'il est entré à l'âge auquel entrait normalement un enfant condestiné à la vie monastique, c'est-à-dire vers 7 ans, l'âge de raison d'ailleurs. Quand Sigebert entre à Gembloux, il bénéficie d'un environnement intellectuel favorable. C'est même l'âge d'or de l'abbaye.
Sigebert profite de l'enseignement des meilleurs maîtres et des livres d'une des bibliothèques les plus riches d'Europe. Alors Gembloux, c'était une des écoles les plus réputées de l'Occident. Avait une très grande c'était les écoles liégeoises, hein, donc ça appartient à ce réseau des écoles liégeoises. L'abbaye de Gembloux était au XIe et XIIe siècle un centre très important pour tout ce qui est érudition, culture et production de livres. Et donc là, il a bénéficié du meilleur ou d'un des meilleurs enseignements de l'Occident au XIe siècle. Vers 18 ans, donc il est encore relativement jeune, il va être appelé dans une autre abbaye, à Metz. Il va faire ce que fait un écolâtre, c'est-à-dire qu'il va enseigner, qu'il va écrire et aussi qu'il va discuter, enfin qu'il va tenir une certaine place, disons, dans la vie intellectuelle messine. Vous pensez qu'on s'éloigne de mon enquête? Eh bien, pas du tout. Car c'est à Metz que Sigebert a conçu l'idée de son œuvre majeure. Un texte qui allait jouer un rôle primordial dans ma compréhension de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit. Un gigantesque traité d'histoire qu'on appelait alors des Chroniques universelles. C'est une histoire de l'humanité, du monde, qui part de la création du monde et que l'auteur mène jusqu'à son époque, enfin jusqu'au moment où il veut, où il tient la plume, et même en principe, et il y en a un certain nombre qui le font, qui mène jusqu'à la fin des temps. C'est essentiellement les faits et gestes des rois, des empereurs, des papes, des évêques, des abbés. Allô ? Je suis bien à la Bibliothèque royale de Belgique. On m'a dit que vous possédiez un exemplaire de la Chronique universelle de Sigebert de Gembloux. Je voulais consulter les textes de Sigebert, car je savais que le moine historien de Gembloux avait décrit une maladie ressemblant précisément aux événements de Pont-Saint-Esprit. Je devais absolument vérifier le texte original. Bonne journée, Miguel. Au revoir. Encore aujourd'hui, on peut consulter un exemplaire de la Chronique universelle à la Bibliothèque royale de Belgique. J'ai très vite trouvé le passage qui m'intéressait dans ces pages rédigées il y a plus de 1000 ans. Il y a de la folie, il y a de la sorcellerie, des scènes quasiment d'horreur. Les membres qui prennent feu. De doigts de pied qui attrapent la gangrène. Qui finissent par pourrir et tomber. Des crispations musculaires et des crampes, étant précurseurs de la mort des victimes. J'avais vu juste. Les descriptions de Sigebert correspondaient parfaitement au témoignage de Pont-Saint-Esprit, presque mot pour mot. Les hallucinations, les spasmes et les morts. Et tout cela s'est passé vers le XIe siècle. Difficile d'être plus précis, car quand Sigebert écrit sa chronique, notre calendrier n'existe pas encore. Heureusement pour la précision de mon enquête, j'ai découvert que Sigebert avait tout prévu. On peut retrouver dans les pages de ses chroniques un système de datation révolutionnaire. En haut de la page, vous avez des initiales, ce qu'il appelle lui-même des tituli. Alors ces initiales, c'est les initiales des royaumes dont il parle. R pour Romanorum, S pour Saracenorum, F pour Francorum. Donc sous R,
Vous avez une espèce de colonne de chiffres qui est séparée par du texte, donc par les notices analytiques, et donc vous avez les années de règne des empereurs. Grâce à ces colonnes, j'avais la possibilité de calculer la date d'un événement en sachant qu'il s'était produit telle année du règne du roi X et telle année de la domination de l'empereur Y. Et donc tout le monde peut s'y retrouver dedans. Donc j'ai une datation, je vais voir sur le dessus de la page et je vais voir ce qui s'est passé à tel moment. Donc on peut rentrer, on a différentes clés d'entrée dans cette chronique universelle. Ainsi, avec cette méthode, j'en ai déduit que la maladie décrite par Sigebert s'est produite en 1089, soit plus de 850 ans avant les événements de Pont-Saint-Esprit. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, la CIA n'existait pas encore et que les boulangers assassins étaient plutôt rares. D'ailleurs, au XIe siècle, on tenait le coupable. À Tournai notamment, on pensait que celui qui rendait les gens malades et qui les tuait, c'était Dieu. L'existence de ce mal très spectaculaire dans les campagnes va encourager certains centres religieux à devenir le lieu où les miracles qui soignent les malades en question se produisent. Et effectivement, certaines villes vont particulièrement miser là-dessus et organiser alors des pèlerinages. Pour Tournai, on a pu montrer aussi que ce pèlerinage est l'occasion de raffermir des liens entre la ville, qui était un très grand centre de redistribution de céréales vers la Flandre, et les grandes villes flamandes, et spécialement Gand, qui ne peut pas vivre sans les céréales, qui passent par l'Escaut à Tournai, et raffermir les liens qui existent entre ces deux villes. Les céréales, c'est le point commun entre 1951 et 1089. À Pont-Saint-Esprit, on a découvert que c'était le pain qui était contaminé. Et au Moyen-Âge, il n'est pas impossible que Sigebert ait fait le lien entre la maladie et les céréales. En lisant les chroniques, on se rend compte que le mal décrit par Sigebert se produit chaque fois pendant des périodes de famine ou de mauvaise récolte. Le moine de Gembloux a dû être intrigué par cette coïncidence entre manque de nourriture et maladie. Ce mal des ardents, qu'il n'appelle pas comme ça, pour lui, ça fait partie de ces bouleversements qui indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il raconte une famine qui aurait eu lieu à la fin du XIe siècle. Il a dû voir ça aux portes de Gembloux. Gembloux, bon, vous le savez, c'était en même temps qu'une abbaye, avait des paysans. Et voici ce qui a pu se passer. En cas de famine, les paysans récoltent souvent les céréales plus tôt dans la saison. Ils ont faim et ils n'en peuvent plus d'attendre la véritable période des moissons. Alors, ils prennent des risques en mangeant tout de suite une céréale qui n'est pas encore mûre. Dernier élément de mon enquête, il fallait encore faire le lien entre famine, mauvaise céréale et maladie. Et je l'ai fait. Denis Dodart, un botaniste français du XVIIe siècle, a identifié un champignon dangereux qui pousse sur le seigle, l'ergot. Or, le seigle, c'est justement la céréale consommée par les paysans au temps de Sigebert. Grâce à Denis Dodart, tous les éléments de mon enquête s'imbriquaient. L'ergot du seigle, plus connu sous ce nom-là, c'est un champignon qui va se nourrir des graines des céréales et ces graines vont noircir, donc devenir toutes noires comme du charbon. Ce champignon se voit. Alors bon, on ne sait pas que c'est lui qui donne, à l'époque, qui donne la maladie, mais c'est clair que quand on a faim ou quand on est à court de blé sain... Quand on mange du pain, par exemple, fait avec de la farine contaminée par ce champignon, on a des toxines qui se retrouvent dans le pain. Donc on est intoxiqué et on peut développer des maladies, mais qui se marquent par des vomissements, bien sûr, par des spasmes, des mouvements brusques,
Donc on peut croire que la personne est devenue folle. Et c'est décrit par Sigebert, c'est là tout l'intérêt de ces écrits. Exactement. Sigebert a décrit avec précision ce qui s'est passé 1000 ans plus tard à Pont-Saint-Esprit. Il est plus que probable que le champignon coupable au Moyen-Âge est aussi le responsable des maladies du XXe siècle. Tout s'éclairait enfin dans la mystérieuse affaire de Pont-Saint-Esprit. L'armée américaine aurait mené une expérience en arrosant le village d'une drogue, le LSD. Vrai ou faux? Faux, évidemment. Il n'est plus question d'armes secrètes pour expliquer l'affaire de Pont-Saint-Esprit. Un simple champignon présent au Moyen-Âge nous suffit. Je l'avais déjà compris en 1951. D'habitude, les journalistes ne révèlent pas leurs sources. Mais pour une fois, il me semblait nécessaire de le faire. Ma source dans cette enquête, c'était un moine du XIe siècle, un certain Sigebert de Gembloux. Dans la suite de l'émission, Mater vous racontera l'histoire tragique de Laurent Benoît de Way, le plus grand architecte de nos régions au XVIIIe siècle. Et nous vous emmènerons dans les années 70, sur les pas de deux historiens qui enquêtent sur deux frères, deux Liégeois qui ont transformé l'agriculture moderne. Nous l'avons vu, c'est au XIe siècle que la grande procession de Tournai prend racine. Une procession qui, de nos jours encore, se répète année après année, invariablement tous les deuxièmes dimanches de septembre, et qui demeure pour les Tournaisiens un grand rendez-vous qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Cette procession est un moment de ferveur populaire, particulièrement lors du passage du trésor de la ville, cette chasse en or qui date du XIIIe siècle. Mais au-delà de sa dimension religieuse, cette procession tournée est à l'origine une formidable opération de marketing. Il faut rassurer sur la qualité du grain pour favoriser les échanges commerciaux. C'est une communication bien construite, sans image économique forte, pas de vente de céréales, sans vente de céréales, pas de cité prospère, et Tournai l'a bien compris. Au fil des siècles, la ville s'enrichit et se développe. Une croissance rendue possible par les abbayes, véritables greniers à grains des villes. Et le XVIIIe siècle marque leur apogée. Elles vivent une incroyable prospérité et comptent bien l'afficher. Agrandissements, travaux de restauration, un peu partout naissent des chantiers d'envergure. Nous sommes à présent devant l'actuel hôtel de ville de Tournai qui abrite l'ancienne abbaye Saint-Martin, reconstruite dans un style néoclassique justement lors de ces grands chantiers du XVIIIe siècle. Et pour cette abbaye dont je vous parle, comme pour d'autres abbayes un peu partout dans nos régions, les puissants abbés font appel à un même homme, un même artisan, un architecte originaire de Petit-Rechin, un certain Laurent Benoît de Way. Vous allez rester planté là longtemps? C'est que... Déposez ce plateau, bon sang. Non, pas mes plans. Je vous interdis de toucher à mes plans. Laurent Benoît de Way. C'est le 8e enfant d'une famille nombreuse. Un génie autodidacte qui allait transformer l'architecture du XVIIIe siècle. Oh, il vient d'une famille assez modeste. Son père travaille aux douanes. Il est né à Petit-Rechin, c'est à côté de Verviers. Il veut devenir architecte. Il reçoit une petite bourse pour aller étudier
à Liège. Puis il entame des études. À l'époque, c'est pas encore du tout comme aujourd'hui, mais en tout cas, il se tourne vers l'architecture. Et alors là, il a un premier trait de génie, c'est qu'alors que tous ses condisciples continuent à se former au modèle français, lui part comme boursier à Rome. À Rome, le jeune De Way va découvrir un autre type de bâtiment. Il va travailler pour des architectes influents. Et surtout, il va tout observer. Il va très vite se diriger vers l'Italie et aller vraiment voir tous les théoriciens, les sites archéologiques, les différents bâtiments pour s'en inspirer, les dessiner. Il copie, il fait des dessins de tout ce qu'il rencontre, de tout ce qu'il voit et ça lui sert de modèle. Donc il ramène tous ces dessins avec lui lorsqu'il revient en Belgique. Ces dessins de jeunesse vont l'inspirer toute sa carrière. Les lignes claires, les formes géométriques antiques vont faire de De Way un architecte hors du commun. C'est quelqu'un d'assez génial, c'est quelqu'un d'essentiellement ouvert au monde, curieux, ouvert à tout, observant tout. Vous êtes nouvelle? Oui, monsieur. Vous savez qui je suis? Vous êtes monsieur De Way? Laurent Benoît De Way. C'est mon nom, mais savez-vous qui je suis? Savez-vous ce que je suis en train de faire dans cette pièce? Non, monsieur. Enfin, oui, monsieur, on m'a dit que vous étiez architecte. Ah, on vous a dit que j'étais architecte. Mais savez-vous ce que je suis en train de faire, à votre avis? Vous travaillez? Vous dessinez des plans? Oui, parfaitement. Je dessine les plans d'une porte pour l'empereur Bonaparte. Un concours. Je suis le plus grand architecte de ce siècle. J'ai reconstruit des abbayes immenses. Et me voilà réduit à participer à des concours. La première abbaye immense où De Way va exercer ses talents d'architecte, c'est à Orval. En 1760, à son retour d'Italie, c'est là qu'il décroche son premier chantier. C'est un contrat colossal. Et on lui demande, il est encore tout jeune, hein, on lui demande de faire les plans de l'abbaye d'Orval. C'est le premier plan qu'il doit réaliser. Donc au départ, c'est un petit projet, puis ce projet se développe, se transforme. Il y a une kyrielle d'avant-projets, de projets successifs. Et finalement, là où on l'avait appelé pour simplement modifier des choses, il propose une reconstruction complète. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des bâtiments dessinés par De Way à Orval. Mais on peut encore visiter les souterrains de l'abbaye qui remontent à l'époque de ses travaux. Heureusement, il est toujours possible de se rendre compte de la grandeur des projets de De Way à Orval grâce à cette maquette de l'abbaye version XVIIIe siècle. Et visiblement, c'est quelqu'un qui parvient très vite à séduire son client, son commanditaire. Je pense à le caresser dans le sens du poil pour lui montrer que voilà, il va en sortir grandi dans cette reconstruction totale et complète. Et c'est ce qui se passe en fait à Orval. Vous allez l'emporter, j'en suis certaine. Vous dites? Le concours pour l'empereur, vous allez l'emporter. Oui, vous êtes gentil. Mais le temps où tout le monde voulait travailler avec moi est loin derrière. J'avais à peine 30 ans quand on m'a demandé de reconstruire l'abbaye d'Orval. 30 ans. C'était un événement. Tout le monde était là pour assister à la pose de la première pierre. Tous les abbés des environs, tous les évêques, tous les princes. C'était un triomphe. Et puis tout s'est enchaîné très vite. Il faut dire que De Way arrive au bon endroit, au bon moment, quand les abbayes sont devenues très riches grâce à l'agriculture. Donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la population augmente très très rapidement. Et donc, nourrir cette population qui augmente offre des possibilités importantes aux producteurs agricoles.
Les abbayes sont de très très gros producteurs et donc elles vont bénéficier de cette conjoncture extrêmement favorable à la commercialisation des produits agricoles. Et donc on va rénover ou reconstruire de fond en comble les grands sites monastiques à cette époque. Et Laurent Benoît de Haye va être le bénéficiaire de ce mouvement, comme il est célèbre. Juste après Orval, de Haye se voit confier un autre chantier important, l'abbaye de Gembloux. On le met en contact avec Gembloux. Gembloux, il y a eu des incendies, il faut reconstruire l'abbaye, et on lui demande d'établir les plans pour Gembloux, ce qu'il va faire très rapidement. Donc à Gembloux, pareil, il est appelé pour faire d'abord une petite transformation du palais abbatial, enfin de créer un palais abbatial puisqu'il y avait une simple demeure modeste de l'abbé, et de modifier l'église. On peut voir qu'il fait un premier avant-projet, puis un deuxième avant-projet, puis en fait, il y a de nouveau un problème financier qui ressurgit. Je peux vous laisser ou monsieur désire encore quelque chose? Vous n'imaginez pas. Je n'arrêtais pas, je passais d'un chantier à l'autre. J'avais de grandes idées. Mais peut-être trop grandes pour ces messieurs les abbés parfois. Ils pinaillaient sur le moindre détail. Je leur parlais de grands travaux, de splendeur, d'art. Et eux, ils me répondaient, mais le coût, monsieur de Haye, le coût. Ça coûte très 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 cher. Et donc énormément de projets de Haye n'ont pas pu être réalisés. Donc ici à Gembloux c'est pareil. Donc on commence la construction et puis on dit à Haye, attention, on n'a plus assez de finances, donc il faudrait revoir vos plans. Et on voit qu'il y a une évolution dans les travaux et que finalement cela aboutit à certaines parties non finies, voire des bizarreries architecturales. Manifestement, les bâtiments n'étaient pas prévus pour se terminer d'une certaine manière, ou bien ils auraient dû être liés, ils ne le sont plus. Autre exemple curieux, l'église de Saint-Guibert à Gembloux, elle aussi dessinée par de Haye. À l'origine, l'architecte voulait construire une grande église. Mais le terrain et les finances de l'abbé ne le permettaient pas. Il a dû revoir ses plans une fois de plus. Et là, coup de génie, pour répondre à une contrainte financière, il trouve une solution. La première idée de Haye, c'était de dessiner une église classique en croix latine. Il l'a finalement transformée en église en croix grecque. Une forme originale. C'est la première fois qu'il y a une chose comme ça qu'il propose. Et donc, pour répondre à une contrainte, il trouve une solution architecturale complètement novatrice. L'église qu'on peut voir aujourd'hui a été allongée après le XVIIIe siècle. Mais les pierres d'angle, intégrées à la maçonnerie, indiquent encore où s'arrêtait l'église originale de Haye. Je n'en suis pas peu fier de cette église. On en reparlera encore longtemps, croyez-moi. Dieu vous le rendra sûrement. Dieu? Oh, ne me parlez pas de lui. Où était-il quand on m'a accusé des pires choses? Parce qu'on m'a accusé. J'étais trop cher, je dépassais les budgets. Je ne suivais pas les dossiers. Jalousie de mes bien-aimés confrères. Mais c'est pas étonnant après tout. À moi tout seul, j'avais renversé toute leur lubie baroque. J'ai remis la raison au cœur de l'architecture. Le philosophe de l'architecture, c'est moi. Laurent Benoît de Haye voulait que les lois de la mathématique, donc la géométrie, la symétrie, rendent la beauté des bâtiments.
a un agencement très rigoureux, pas mal de symétrie. Il faut savoir qu'on sort de l'époque baroque. De virevoltage, d'architecture très mouvementée, très complexe. Et là, en fait, on bascule, c'est vraiment le balancier qui bascule de l'autre côté. Donc une architecture très claire. En fait, c'est la structure qui compte, pas le décor. Avant, c'est le décor qui finalement cache la structure. Or ici, le décor, il est très simple et il sert uniquement à souligner la structure. Et quand on voit d'autres bâtiments sur lesquels il a travaillé, même quand on n'est pas expert, et je ne suis pas du tout expert au niveau des architectes, ben on peut voir, ah, ce serait peut-être bien Douai. Puis alors on rentre, on va voir, ah bah oui, c'est Douai. Donc il a sa patte. Donc on peut aller à Senef, on regarde, allez, on le voit directement. Et donc on peut comme ça faire son petit malin en se disant, voilà, je connais, c'est l'architecte, c'est Douai. Le château de Senef. C'est le premier contrat civil de Douai. Il le dessine à la demande de Julien de Pestre, un riche homme d'affaires doublé d'un esprit éclairé. Laurent Benoît Douai a à peine 35 ans quand il se penche sur cette construction. Aucun détail ne lui échappe. Il a dessiné effectivement donc toute la structure du parc, les axes, les pas de doigts, le grand bassin qui se trouve à l'arrière, mais il est également architecte d'intérieur. C'est quelqu'un qui, bien avant Horta, dont on cite toujours le modèle, va finalement s'occuper de tout. C'est lui qui va dessiner les parquets, qui va dessiner les clinches de porte, qui va dessiner des éléments de ferronnerie. Donc il s'occupe de tout. Mes mérites étaient évidents, hein. N'en déplaise à mes détracteurs. Tous ces châteaux, toutes ces abbayes, c'était vous alors? Vous avez dû en fréquenter des gens importants. Oui, bien sûr. Les grands esprits, les esprits éclairés étaient de mon côté. À commencer par mon ami de Pestre et Charles de Lorraine. Charles de Lorraine, le gouverneur? Celui des tableaux et des statues? Oui, celui-là même. J'étais son architecte favori. Il m'a nommé architecte officiel de la cour. Il a créé ce titre pour moi, vous savez. Charles Alexandre de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas autrichiens, le dirigeant du pays. Il admirait Douai, ce qui a mis l'architecte dans une situation très avantageuse. Il était déjà le favori des abbés, il est à présent le favori de l'État. Dès ce moment-là, il devient évidemment incontournable, puisqu'il allie deux fonctions. Donc il est à la fois haut fonctionnaire de la cour et en même temps architecte indépendant. Donc il devient dans une situation de monopole, mais alors là, comme on ne rencontre jamais. Et bien sûr, progressivement, ça suscite une jalousie, de frustration épouvantable de la part de tous les autres architectes qui quand même continuent à aussi monter, se développer. Voilà, donc il y a à la fois un côté formidable à ce personnage, mais un côté où il devait être quand même imbuvable pour certains. Plus vos amis sont puissants, plus vos ennemis sont enragés. Et quand Charles de Lorraine est mort et que Joseph II lui a succédé, mes ennemis et mes rivaux s'en sont donnés à cœur joie. On m'a accusé
d'utiliser des matériaux de mauvaise qualité. Mais ce n'était pas vrai. Ah, bien sûr que non. Enfin oui, peut-être parfois. Non, mais le pire, c'est que Joseph II les a crus. Hein. Et du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Même mon grand œuvre, mon château, celui que j'avais construit pour Charles de Lorraine à Bruxelles, eh bien, ils l'ont détruit. Je trouve que c'est affreux pour ce pauvre Laurent Benoît Douai, qui devait par ailleurs un peu chiant sans doute, par certains côtés. C'est que donc, à peine terminé le château Charles dans le parc de Tervuren pour le compte donc, de Charles de Lorraine, donc Charles meurt, Joseph II arrive, en fait il fait démolir ce château. Bon, donc Laurent Benoît Douai voit son château démoli, détricoté, pour qu'un de ses élèves construise l'église de Saint-Jacques-du-Condomer. Et pire encore, en fait, plus tard, alors que donc il est évincé, il a perdu son poste, il n'est plus architecte de la cour, en fait, il y a des problèmes dans la voûte de cette église qui menacent de s'écrouler. Et qui ce qu'on appelle comme expert pour venir voir que faire? Laurent Benoît Douai. Donc c'est quand même quelque chose de fou. Donc cette église est faite avec les pierres de son château qu'on a démoli. L'église est construite par un de ses élèves qui l'a évincé après quand même une cabale assez importante. Et c'est lui qu'on appelle pour venir voir comment aider son ancien élève à faire en sorte que cette église ne s'écroule pas. Voilà, je trouve ça une histoire terrible quand même. Personne ne devrait être traité de la sorte. Vous êtes une brave petite. Vous désirez encore un peu de thé? Non. Laissez-moi maintenant. J'ai encore du travail à terminer. La porte de l'empereur n'attend pas. Et alors, bon, il y a un côté très touchant quand même, c'est que, notamment, il y a un grand plan, c'est un des tout derniers plans qu'il fait, qui est une porte, donc qui est souhaitée par Napoléon, donc il répond à cet appel, il fait la porte, qui est d'ailleurs très étonnante, parce que là, il progresse de nouveau, il fait des bonds incroyables au niveau de l'évolution de ses propositions architecturales, et il signe comme s'il était encore l'architecte de Charles de Lorraine. Il y a quelque chose de touchant là-dedans. Bon, entre-temps, il y a eu la Révolution, on n'est plus sous la domination autrichienne, et puis lui, en fait, veut quand même encore montrer qui il fut, alors qu'il n'est plus rien. Il n'a pas d'ailleurs cette réalisation. Laurent Benoît Douai meurt à 81 ans, oublié de tous. Il a laissé une pierre tombale dans le mur de l'église de Saint-Bigard et un portrait, un seul, qui a échappé à l'effacement des siècles. Je vous retrouve à présent dans un autre lieu intimement lié à l'histoire de l'agriculture de nos régions, un lieu devenu véritablement le poumon de l'activité agricole européenne, c'est la foire de Libramont. Elle est une des foires agricoles en plein air les plus importantes d'Europe et elle fête cette année sa 80e édition. Donc un Ardennais a une petite tête, un front plat, des oreilles courtes et des oreilles qui sont toujours... On se rend compte que le cheval de trait est partout présent ici à Libramont. Oui, parce que ce sont les éleveurs d'Ardennais qui ont créé la foire. Ils faisaient les plus beaux concours, leurs chevaux étaient connus dans le monde entier. Et donc cet Ardennais si beau, si grand que vous voyez là, oui, il est grand. Eh bien, il y avait des bateaux entiers d'Ardennais qui partaient vers la Perse, vers l'Amérique du Sud. Il était connu dans le monde entier. Alors, quelles sont les particularités de ce cheval de trait ardennais? C'est un cheval qui est court, c'est un cheval qui a des allures, qui a une façon de se déplacer, qui a une énergie en forêt, dans le débardage. C'est un cheval qui a une résistance incroyable. C'est pour ça que Napoléon, quand il est parti en Russie, les seuls chevaux qui sont revenus, ce sont ceux-là. Jules César en dit déjà du bien en parlant des chevaux belges,
Et donc voilà, l'Ardennais, c'est le plus beau du monde. Si le cheval de trait ardennais a facilité la vie des agriculteurs, d'autres inventions ont permis à l'agriculture de se développer bien au-delà de nos frontières. Je vais vous faire découvrir l'histoire extraordinaire de deux frères d'origine liégeoise qui, grâce à leurs inventions, vont rayonner dans le monde entier. Nous sommes au 19e siècle, voici l'histoire de Jules et d'Alfred Melotte. Il y avait un énorme marteau-pilon. Encore toutes ces machines qui étaient entraînées par des poulies. Et alors peut-être encore plus impressionnant, les coulées de fonte. Je m'appelle Michel Descamps et je suis le petit-fils d'Alfred Melotte. On venait très jeune chez ma grand-mère, Melotte, et effectivement, bon, on en profitait pour passer dans l'usine, même jouer un peu dans l'usine. Ce sont de vieux souvenirs, oui. Voici l'histoire de deux frères, de deux inventeurs, Alfred et Jules Melotte. Ils ont construit des usines gigantesques, une à Gembloux, l'autre à Remicourt. Ils ont employé des milliers d'ouvriers et ils ont transformé le monde de l'agriculture moderne. Les Melotte, ce sont des noms qui sont célèbres dans le milieu agricole en Belgique. Ce sont les fils d'un artisan, Guillaume Melotte, qui a fondé à Remicourt une maison, on appelait ça la maison Melotte. Le père a un atelier où il répare, où il fabrique des pièces pour les agriculteurs. Tout commence donc à Remicourt, province de Liège. On peut encore y voir une ferme fortifiée du XVIIe siècle. Ou encore une église en silex du XIIe siècle. Mais il faut se lever tôt pour trouver une trace des Melotte. Un buste de Jules caché par la végétation, l'ancienne usine Melotte où on fabrique encore des treilleuses, et un petit musée de l'ASB qui leur est en partie consacré. Malgré leur importance passée, les Melotte sont un peu oubliés. D'ailleurs, quand à la fin des années 70, Jean-Jacques Van Mol et Claire Billen décident de s'intéresser à l'histoire de l'agriculture dans nos régions, ils ignorent tout des deux frères. L'agriculture à l'ancienne est en train de disparaître si elle n'a pas déjà disparu. Et à cette époque, Claire Billen, c'est elle qui m'a suggéré d'enregistrer des témoignages. Et c'est dans ce cadre-là qu'alors nous sommes transportés avec notre Nagra. On a parcouru les grandes fermes de SB en essayant de trouver de vieux agriculteurs. Elle avait acheté 2 ou 3 charrues d'occasion sur des ventes ainsi. Je crois que c'était des charrues Melotte, je crois. Deux usines quand même, hein, oui, 2 usines. Et puis à un moment donné, il y a un de ces agriculteurs qui me dit « Ah, j'étais content avec ma Melotte, j'aimais bien ma Melotte. » Alors je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça, Melotte, qu'est-ce que c'est ?» Et vous aviez, bon, qu'est-ce que vous aviez quand même, une charrue? Ici, moi je me suis marié en 52. Ouais. Ouais. Elle avait acheté une treilleuse en 1950. Et c'était quelle marque? Une Melotte. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur l'importance de la firme Melotte. Pour comprendre l'importance des Melotte, il faut connaître l'histoire de l'agriculture. Pendant des millénaires, les gestes des agriculteurs ont peu évolué. On cultivait jusqu'au 19e siècle comme on cultivait dans l'Antiquité, ou presque.
Bien sûr, la révolution industrielle va amener quelques améliorations techniques. Les premières moissonneuses en 1830, puis les lieuses et les batteuses dans les décennies qui suivent. Mais ces premières machines agricoles sont encore lourdes et peu pratiques. Au XIXe siècle, ces nouvelles machines sont encore tellement difficiles à manier qu'il faut compter sur la force musculaire des animaux pour les faire fonctionner. Même pour des opérations simples, comme séparer les céréales de leurs tiges ou écrémer le lait. Ces difficultés et ces lourdeurs vont inspirer à Jules Mélotte son invention la plus remarquable. Il faut savoir que les premières écrémeuses centrifuges étaient des appareils énormes qui nécessitaient une force assez considérable pour les actionner. Il fallait un cheval pour actionner une écrémeuse. Et un des professeurs de Jamblou avait dit à Jules Mélotte, celui qui parviendra à faire une machine qui pourra être actionnée par une jeune fille de ferme, une jeune servante, est assuré de faire un matériel qui sera vendu en grande quantité. Et donc Mélotte s'est mis à réfléchir de manière à limiter, à diminuer la force nécessaire pour actionner cet appareil. Jules Mélotte a inventé une écrémeuse où le bol, turbine, est librement suspendu sur un axe, lui-même sur roulement à billes. C'est-à-dire un bol dans lequel s'effectue la centrifugation du lait, qui était suspendu pour éviter les frottements et donc limiter la force nécessaire pour l'actionner. Cette différence de principe permet d'économiser beaucoup d'énergie, d'améliorer l'équilibre et au total de faire une écrémeuse qui fonctionnait mieux que tout ce qui était fait auparavant. Alfred, le grand frère de Jules, va se consacrer lui à un autre instrument agricole essentiel, la charrue. Alfred a repris la tradition paternelle, donc il a conçu et amélioré des charrues qui existaient déjà ici à Remicourt. Alfred, au contraire de son frère Jules, n'est pas un inventeur. Son coup de génie, c'est d'avoir perfectionné et simplifié un modèle de charrue existant. La célèbre Brabant double. La Brabant double permet entre autres, quand on fait un sillon, donc on a vraiment la terre qui verse d'un côté, mais lorsque l'on arrive au bout du sillon, il faut donc faire demi-tour, et là, plutôt que de démonter tout, il y a moyen d'inverser je veux dire le socle, et donc directement de reverser la terre du même côté. Sinon, si on ne le fait pas, on verse du côté gauche puis du côté droit, ce qui pose problème. Donc, cette charrue a vraiment révolutionné, je vais dire, le monde de l'agriculture. Elle va être perfectionnée, perfectionnée, perfectionnée. Et Mélotte a imaginé un dispositif avec un manche à secteur cranté, c'est-à-dire qu'un simple mouvement de ce levier avec des crans d'arrêt permet de régler la profondeur du labour simplement en modifiant l'inclinaison du dispositif sur lequel est fixé l'âge. Et ce dispositif de secteur cranté a fait son succès. Jules a choisi de rester à Remicourt toute sa vie. C'est là qu'il a développé et construit ses écrémeuses par milliers. Mais Alfred, lui, a émigré à Jamblou. Il va y fabriquer ses charrues améliorées à la chaîne, dans une usine imposante. Cette usine fonctionnera pendant près de 100 ans, même si aujourd'hui elle est à l'abandon. Pourquoi est-il venu s'installer avec son usine et ses charrues à Jamblou? D'abord, Jamblou est une région agricole. Alfred Mélotte le sait. Il y a donc beaucoup de clients potentiels pour ces machines dans les fermes des environs. Ensuite, il y a des avantages stratégiques. Voilà, le chemin de fer arrivé ici.
ici et sortait par la porte. Je ne vois plus les rails. Le chemin de fer rentrait ici dans l'usine et tous les jours des wagons entiers partaient chargés de nouvelles machines. Mais il y a une autre raison. Cette raison, c'est un certain bâtiment que vous devriez reconnaître. Il s'est installé parce qu'il savait qu'existait à Gembloux l'Institut supérieur agricole de l'État. Et qui dit école d'agriculture dit étudiant. Alfred Melotte va fréquenter les cafés de Gembloux. Il va aller offrir des verres aux étudiants étrangers qui sont très nombreux. Et il leur distribuait des catalogues. Et donc tous ces étrangers retournaient chez eux avec ces catalogues. Entre autres, ces étudiants vont faire état dans leur pays de la qualité des charrues Melotte qui vont pouvoir être exportées à gauche et à droite. En Grèce, en Pologne et ailleurs. En France, à l'étranger, en Amérique du Sud. Enfin, donc c'est vraiment un tout gros succès. Et donc c'est une méthode très efficace, semble-t-il. Le début du XXe siècle est marqué par l'explosion exubérante des foires commerciales et des expositions, locales ou universelles. Un terrain de jeu idéal pour assurer la promotion des nouveautés techniques. Les frères Melotte ont très vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer. Inventeurs et développeurs à la base, ils sont devenus des maîtres du marketing. Lors d'une exposition à laquelle ils ont pu assister à Paris, ils ont été frappés par une publicité qui se répétait régulièrement le long des voies du chemin de fer. C'était Charrue Fondeur. Et ils se sont dit, tiens, c'est intéressant, on a un nom, on a un objet, l'objet qui est associé, et ça rentre facilement dans l'esprit. Et à partir de ce moment-là, les frères Melotte se sont vraiment intéressés au marketing et aussi, évidemment, à la publicité. Il y avait des cartes postales, on faisait des cartes postales, il y avait bien évidemment des inserts dans des journaux. Il éditait, je crois, à peu près un catalogue par an, des catalogues comportant, je ne sais pas moi, 50, 100 pages. Il y avait des affiches, il y avait des peintures, il y avait des tôles émaillées, donc on embrassait en fait tous les moyens publicitaires du moment. Comme beaucoup de patrons du début du XXe siècle, les Melotte sont entourés d'une aura héroïque. Jules a ainsi pensé à son village natal dans son testament. Et il a notamment légué une somme considérable pour l'époque de 1 400 000 francs à la commune de Remicourt pour créer un hospice et une crèche. L'hospice devait accueillir en priorité les anciens ouvriers de chez Melotte et les habitants de Remicourt. Quant au grand frère Alfred, durant leur enquête, Jean-Jacques Van Mol et Claire Billen ont entendu une anecdote étonnante à son propos. Plusieurs témoins ayant travaillé dans son usine nous l'ont raconté. Il faisait fabriquer, il dessinait au tableau noir, il dessinait des socs de charrues. Il faut savoir qu'il était aveugle, complètement aveugle, environ 5 ans avant son décès. Il avait le souci de continuer à venir à l'usine, et même aveugle, donc parce qu'il était devenu aveugle à la fin de sa vie, de se faire des modèles en bois. Il passait près de l'ouvrier qui usinait cette nouvelle pièce. Qu'il palpait sur le modèle en bois pour donner son avis. Et simplement, au toucher, pouvait lui donner un conseil de modification d'usinage, débarbage, ou lui dire, ça y est, la pièce est parfaite, tu peux la lancer en production. Les ouvriers voyaient ça, le voyaient faire à travers la vitre de son bureau, et ça a donné à ce personnage une puissance presque surnaturelle. Bien loin du surnaturel, bien plus terre à terre, les frères Melotte ont eu un impact réel sur la vie des fermes.
Leurs inventions et leurs améliorations, vendues à des milliers d'exemplaires, chez nous en Belgique mais aussi partout dans le monde, ont transformé le travail des agriculteurs. Pour revenir sur la charrue avec les chevaux, avec les 3 chevaux, je labourais 1 hectare par jour déjà quand même, hein, parce que c'était des beaux grands morceaux et 3 chevaux, ben ça n'arrêtait pas, ça marchait. Mais c'était Mélotte qui était votre favori, qui était votre... Oui, oui. C'est clair que ce sont des instruments majeur, évidemment, hein, dans la petite entreprise agricole. Donc non seulement on gagne du temps avec des charrues qui sont perfectionnées, beaucoup plus résistantes, donc on a aussi de l'acier qui a été travaillé, donc il faut remplacer moins souvent les pièces, donc ça coûte moins cher. Les crémeuses qui ne fatiguent pas la fermière et qui est efficace. Ça permet également de traire beaucoup plus, ça permet de travailler beaucoup plus rapidement. Il y en a eu plusieurs autres, donc ils n'étaient pas les seuls, mais peut-être qu'ils étaient les plus dynamiques et c'est ceux qui ont duré le plus longtemps aussi. Et les aventures des frères Mélotte continuent au-delà des années 70. Une partie de leur usine a fusionné avec une société américaine et elle existe toujours aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. Des inventions des frères Mélotte aux pratiques agricoles des premières abbayes, nous venons de brosser avec vous 1000 ans d'histoire de l'agriculture. Mais qu'en est-il de l'avenir? À quoi ressembleront les 1000 prochaines années? Pour amorcer une réponse, nous avons donné la parole aux agriculteurs et nous disent comment ils envisagent l'évolution de leur métier aux mains des générations à venir. Les 1000 prochaines années, c'est énorme comme question, hein. Vous parlez de milliers d'années, l'avenir du monde sera toujours avec l'agriculture. Je vois l'agriculture dans 1000 ans d'une façon beaucoup plus intégrée et beaucoup plus omniprésente dans la vie de tout le monde. Bon, ça s'appellera peut-être autrement, mais il faudra toujours produire. On a, je pense, parfois oublié de rappeler que les héros de la terre sont tous les paysans. Bon, héros, c'est un grand mot, mais je vais dire certainement des personnes qui sont capables avec leurs mains de transformer quelque chose qui jaillit de la terre. On voit nos cultures pousser, on voit des bêtes, des villages, on voit des animaux. On a toujours cultivé, touché la terre, la travailler, regarder les plantes, pousser, regarder les bêtes, grandir. On se bat pour justement que les gens comprennent que sans agriculteurs, il n'y aura pas de nourriture. Les hommes et les femmes qui peuplent le monde aujourd'hui ont toujours besoin de manger. Même aujourd'hui, la plupart de la population mondiale est encore nourrie par ce qu'on appelle une agriculture paysanne. Et nous, on doit être le lien entre la terre et la population. Si vous enlevez l'agriculture, enfin, débranchez l'électricité, vous verrez ce qui se passe. Je pense que l'agriculture, c'est indispensable au fonctionnement de la terre. L'agriculture de demain, elle est ici, au milieu des étudiants des facultés de Gembloux qui sortent de leurs cours. Elle est entre les mains de nos enfants, de tous ceux qui, depuis 1000 ans, à travers des luttes, des inventions, beaucoup de travail et de courage, ont préservé notre bien le plus précieux, notre terre. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Ma Terre.